Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vertigineux, l'histoire de la vie sur Terre. Oui, 4,6 milliards d'années. Voilà, on va tenter de parcourir ça en un temps record. Pour nous guider, on a le livre de Henry G., A Very Short History of Life on Earth. Une excellente source. L'idée, c'est pas de faire un cours, bien sûr, mais de piocher les moments clés, les innovations et aussi les catastrophes qui ont tout sculpté. Et c'est un point crucial. Le livre insiste là-dessus. Il faut vraiment oublier l'image d'une progression linéaire bien sage. Avec l'humain tout en haut de l'échelle. Exactement. La réalité, c'est une histoire de chaos, de révolution, de coïncidence. En fait, chaque grande étape, c'est une réponse à une crise planétaire. La vie n'a pas progressé. Elle a survécu. Elle a survécu. Ça change toute la perspective. Bon, alors pour commencer, il faut remonter au tout début. Et le début, ce n'est même pas la Terre, si j'ai bien compris. Non. Le point de départ, c'est la mort d'une étoile, une supernova. Une explosion cosmique. Une explosion d'une puissance folle qui a dispersé dans l'espace tous les éléments lourds. Le fer, le silicium, le carbone, enfin, toutes les briques de notre planète. Et de la vie. Donc on est littéralement de la poussière d'étoiles. Et de cette poussière, il y a 4,6 milliards d'années, la Terre se forme. Mais c'est pas vraiment un paradis, hein. Ah non, c'est un enfer, un océan de lave bombardé en permanence. Et le plus gros impact, c'est une planète de la taille de Mars, Théa, qui a percuté la Terre. Et c'est ça qui a créé la Lune? C'est ça. Les débris de l'impact se sont agglomérés pour former la Lune. Mais ce chaos a aussi, paradoxalement, préparé le terrain. En se refroidissant, la vapeur d'eau a fini par se condenser. Et il s'est mis à pleuvoir. Pendant des millions d'années, sans arrêt. De quoi former les premiers océans. D'accord. Donc on a l'eau. Mais j'ai lu un truc essentiel qui se passe au centre de la planète, le noyau. Pourquoi c'était si important? C'est une excellente question. Le fer, le nickel, les éléments les plus lourds, ont coulé vers le centre. Forcément. Et ce noyau de métal en fusion qui tourne sur lui-même, il génère le champ magnétique terrestre. Et ce champ, c'est notre bouclier, Un bouclier contre quoi? le vent solaire. Exactement. Sans ce bouclier, le vent solaire aurait balayé notre atmosphère, arraché toute l'eau. La Terre serait stérile, un peu comme Mars probablement. La géologie a vraiment posé les bases de la biologie. Et la biologie, elle n'a pas attendu. C'est ça qui m'a surpris. La vie est apparue très très vite. Oui, peut-être 100 millions d'années à peine après que la planète se soit un peu calmée. C'est quasi instantané à l'échelle cosmique. Et ça ressemblait à quoi, cette toute première vie? Faut imaginer un truc très humble, des sortes de bulles microscopiques, des membranes accrochées aux roches près de sources chaudes sous-marines. Des bulles. Oui, des bulles. L'essence de la vie, c'est ça, créer un dedans et un dehors, une petite poche d'ordre dans un univers de désordre. Et de ces bulles, on passe au premier maître du monde, les cyanobactéries. Oui, et elles ont dominé pendant presque 3 milliards d'années. Elles formaient des récifs immenses, les stromatolites, qu'on aurait vus de l'espace, Et en dominant, elles ont tout changé. au point de provoquer la première crise écologique mondiale. Par la photosynthèse, elles rejetaient un déchet. Un gaz qui, pour presque toute la vie de l'époque, était un poison mortel. Et ce poison, c'était l'oxygène. C'est ça. Le paradoxe est incroyable. L'oxygène, pour nous vital, a causé la première extinction de masse. On appelle ça la grande oxydation. Il a rouillé la planète? C'est l'image. Il a brûlé la vie anaérobie, il a fallu s'adapter ou mourir. C'est un thème constant, la vie se crée ses propres crises. D'accord. Donc on a des bactéries qui dominent pendant des milliards d'années et qui finissent par empoisonner leur monde? C'est quoi le grand saut suivant? Le saut est monumental. C'est l'apparition de la cellule eucaryote. C'est notre cellule, celle des animaux, des plantes. Et elle vient d'où? Ce n'est pas une simple évolution, c'est une fusion. Une sorte de symbiose forcée. Une fusion, c'est-à-dire? Imaginez une grosse cellule primitive, une archée. Une archée, c'est une sorte de bactérie très ancienne. Voilà. Et cette archée aurait avalé d'autres bactéries. Mais au lieu de les digérer, elle les a intégrées. Certaines sont devenues nos mitochondries, nos usines à énergie. Une coopération forcée qui a réussi. Exactement. Et cette nouvelle cellule composite a permis une autre révolution, la reproduction sexuée. L'accélérateur évolutif? Le turbo, oui. En mélangeant les gènes, on crée une diversité folle. L'évolution peut tester des millions de combinaisons à chaque génération. Et là, j'imagine que ça a explosé. C'est ce qui nous amène au Cambrien. Directement. Il y a 540 millions d'années,
en un clin d'œil géologique. Presque tous les grands plans d'organisation des animaux apparaissent. Le livre décrit des créatures hallucinantes. Ah oui, c'est un bestiaire de science-fiction. Anomalocaris, le premier super prédateur qui faisait 1 mètre de long. Opabinia avec ses 5 yeux. Ou Hallucigenia, que les scientifiques ne savaient même pas dans quel sens prendre. Une période d'expérimentation totale. Mais pourquoi là? Pourquoi à ce moment-là? C'est sûrement lié à la chimie des océans. Une érosion massive des continents a libéré des tonnes de minéraux, surtout du calcium, Le calcium pour faire des coquilles, des squelettes. des carapaces et des dents. Et là, ça a déclenché une course à l'armement. Entre les proies et les prédateurs. C'est ça. Dès qu'une proie se protège, le prédateur doit s'adapter. C'est un moteur évolutif surpuissant. Bon, les océans sont conquis. Prochaine étape, la terre ferme. Un environnement que le livre décrit comme aussi hostile que l'espace. Absolument. Tout est un défi. La gravité qui vous écrase, l'air qui vous dessèche et comment respirer? Les plantes sont sorties les premières, c'est ça? Oui, les pionnières. Elles ont commencé à créer de vrais sols. Elles ont préparé le terrain pour les animaux. Et pour les animaux, la transition s'est faite comment? Je pense à cette fameuse créature, le Tiktaalik. Tiktaalik est l'exemple parfait. C'est un poisson tétrapode. Et il montre une chose très importante. Laquelle? On pense que les pattes ont évolué pour marcher. Bah oui, ça semble logique. Sauf que non, la fonction a précédé le besoin. Ces nageoires robustes, des ébauches de pattes, lui servaient à se déplacer dans les marécages encombrés. Il marchait au fond de l'eau, bien avant de marcher sur la terre. C'est fascinant. Mais même avec des pattes, il fallait retourner à l'eau pour se reproduire, comme les grenouilles? Toujours, le cordon ombilical n'était pas coupé. Alors, quelle a été l'innovation décisive? L'œuf amniotique. Le livre utilise une super analogie, un étang privé portable. Un étang privé. J'aime bien l'image. C'est ça, une coquille solide avec tout dedans. L'eau, la nourriture, la gestion des déchets. Plus besoin de retourner à l'eau pour pondre. Les continents étaient ouverts. Et les premiers à en profiter à fond, ce sont les dinosaures. Ils vont régner pendant 150 millions d'années. C'est quoi le secret de leur succès? Plusieurs choses. Une posture bipède efficace, un squelette léger grâce à un système de sacs aériens, un peu comme les oiseaux. Ce qui aidait aussi à refroidir leur métabolisme, non? Oui, probablement très rapide. Mais l'avantage clé, c'est la ponte, le fait de pondre des œufs. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'une femelle, même immense, pondait des œufs relativement petits. Elle n'était pas limitée par le poids d'un embryon de plusieurs tonnes à porter. Ça leur a permis d'atteindre des tailles gigantesques, impossibles pour un mammifère terrestre. D'accord. Et pendant ce temps, nos ancêtres, les mammifères, ils faisaient quoi? Ils vivaient dans l'ombre. Ils sont apparus en même temps, mais ils ont été forcés de rester petits, nocturnes, insectivores. Une vie de survie. Une vie de contrainte. Mais cette contrainte a été un moteur d'innovation incroyable. C'est-à-dire? Pour survivre la nuit, il faut réguler sa température. Donc, fourrure sans chaud. Pour chasser dans le noir, il faut une nouille exceptionnelle. Et c'est là qu'on arrive à ce détail que j'ai trouvé dingue. L'histoire de nos oreilles. C'est un des plus beaux exemples de bricolage de l'évolution. 3 tiseaux de la mâchoire de leurs ancêtres reptiles. Qui ne servaient plus à grand-chose. Exactement. Ils ont été recyclés. Ils ont migré, se sont miniaturisés pour former la chaîne des osselets de l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume, l'étrier. Attendez. Ça veut dire que notre capacité à entendre ce qu'on se dit là vient des os de la mâchoire d'un lointain reptile qui se cachait des dinosaures. C'est exactement ça. Notre ouïe est un héritage direct de 150 millions d'années de vie dans la peur et l'obscurité. C'est incroyable. Et ils ont survécu comme ça, jusqu'à la fin du règne des dinosaures? Il y a 66 millions d'années, oui. Un astéroïde s'écrase au Yucatan. L'impact déclenche un hiver planétaire. La poussière bloque le soleil, les plantes meurent, toute la chaîne alimentaire s'effondre. Pour les grands dinosaures, c'est la fin. Mais pas pour nos ancêtres. Non. Les petits mammifères, capables de se terrer, de manger un peu de tout, ont mieux résisté. Le champ était libre. L'âge des mammifères pouvait commencer. Ce qui nous amène, beaucoup plus tard, à notre propre lignée. Là aussi, c'est une crise climatique qui est à l'origine. Oui, en Afrique. Le climat s'assèche, les forêts reculent, la savane s'étend. Certains primates ont dû descendre des arbres. Et c'est ce qui a favorisé la bipédie. Marcher sur 2 jambes, c'est plus économe en énergie pour parcourir de longues distances, mais c'est une adaptation un peu bancale. Une mauvaise conception, dit le livre.
Oui, on a des problèmes de dos, et surtout, le bassin s'est rétréci, ce qui a rendu les accouchements très dangereux, surtout avec un cerveau de plus en plus gros. Et face à ce problème, le livre avance une hypothèse sociale. Les grands-mères. C'est l'hypothèse de la grand-mère. Elle est liée à la ménopause. L'idée, c'est qu'en arrêtant de se reproduire, les femmes plus âgées pouvaient aider leurs filles à élever leurs petits-enfants, Une forme de coopération intergénérationnelle. qui a pu être un avantage décisif. En assurant la survie de leurs petits-enfants, elles assuraient la survie de leurs propres gènes. C'est fascinant. Et ce succès a été tel qu'aujourd'hui, Homo sapiens est le dernier survivant d'une famille autrefois bien plus grande. On est les seuls représentants d'un buisson évolutif qui était très fourni, avec les Néandertaliens, les Dénisoviens. Après tout ce voyage, la question qui se pose, c'est comment ça se termine? Que dit le livre sur le futur lointain? La conclusion est assez humble. La vie sur Terre ne s'éteindra probablement pas à cause de nous. Ah non? Non, elle s'éteindra à cause de processus planétaires inéluctables. D'abord, le Soleil devient de plus en plus chaud, lentement mais sûrement. Et l'autre processus? C'est la géologie. L'érosion piège le CO2 de l'atmosphère dans les roches. À très long terme, il n'y en aura plus assez pour la photosynthèse. La vie va mourir de faim et de chaud. En quelque sorte, oui. Le livre imagine une ultime parade, des super-organismes en symbiose totale pour survivre. Mais à la fin, dans 1 milliard d'années, les océans s'évaporeront, la Terre redeviendra stérile. Bon. Le grand message à retenir de tout ça, pour moi, c'est que l'histoire de la vie, ce n'est pas une marche vers le progrès. C'est une suite de crises, de catastrophes et de réponses bricolées improbables, mais qui ont marché. C'est exactement ça. L'extinction, c'est la norme. La survie, c'est l'exception. Ce qui amène à une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Oui, à notre connaissance, Homo sapiens est la seule espèce consciente de cette histoire et de sa propre finitude. On sait qu'on va disparaître un jour. Alors la question est, sachant que l'extinction est le destin de toute espèce, est-ce que cette conscience change notre responsabilité? Ou est-ce qu'elle change juste la nature de notre propre histoire?